Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Dans ce que traversent les nations, de vicissitudes et de périls parfois mortels, le plus à craindre est dans la déliquescence des valeurs porteuses, dans la captation de la souveraineté populaire par des forces illégitimes, et plus grave que tout ce qui peut s'imaginer, dans la corruption de masse et des élites pratiquée par les tenants du pouvoir pour se rallier, pour se ménager des alliés naturels au sein de la société et dans toute la société, à tous les niveaux et dans toutes ses déclinaisons. Il en résulte une alliance malsaine et contre nature, contre tout ce qui est essentiellement vertueux, tout ce qui tend à la liberté, à la justice, au respect du droit et à une gestion méritocrate de la nation pour le bien commun, pour l'avenir des générations futures. Et ainsi, par cette corruption généralisée des masses et des élites, les élites, censées émerger d'une pratique méritocrate de la chose politique, se désagrègent comme autant de briques solides qui constituaient le mur de la cohésion, dont la diversité politique est elle-même un gage de liberté. Cette corruption de masse et des élites, avec des méthodes particulièrement insidieuses qui procèdent d'une émulation par le pire, aboutit très naturellement, j'allais dire, à une très large couche sociale de gens qui viennent de toutes les catégories sociales, mais qui tiennent tous et qui se tiennent tous par le ciment de la mauvaise conscience généralisée. Voilà pourquoi les faux anciens moujahidines, les incompétents bombardés à de hautes fonctions, les prédateurs économiques, les pseudo-élus issus de la fraude électorale, les magistrats corrompus et tous les gens qui procèdent de cette mauvaise conscience généralisée deviennent le pilier de la société tout entière, un pilier vicié, un pilier pourri, un pilier qui ne tiendra pas longtemps. Voilà pourquoi c'est le pire penchant des régimes mafiocrates, médiocrates. Algérie, brouillard et purée de pois, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi sur le plateau Mohamed Bakir, observateur, militant politique. Mohamed Bakir, merci d'être avec nous. Téléspectateurs, merci. Alors, et depuis Strasbourg par visio, Assia Geshoud, militante politique et membre de Rachad. Assia Geshoud, merci d'être des nôtres. Bonsoir Jamaldine, bonsoir à ton invité, téléspectateurs, salam alaikum, Azul Fellaouen, ravi d'être encore parmi vous, merci pour l'invitation. Merci, restez avec nous Assia. Alors Mohamed Bakir, par rapport à la situation, au marasme actuel, à cette confusion généralisée où une chatte ne retrouverait pas ses petits, qu'est-ce que vous pourriez nous dire comme ça, en guise d'introduction à ce sujet, avant de rentrer dans les détails?
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'abord, je salue Mme Guchoud, parce que je ne l'avais pas saluée, vous ne l'aviez pas encore annoncé. Oui. Alors, dans la situation de marasme qu'il y a actuellement, il n'y a rien de nouveau sous le ciel d'Algérie. C'est ce que nous vivons depuis assez longtemps. Pour prendre un repère comme ça, pas vraiment arbitraire, mais juste pour repérer, je pense que c'est la situation que nous vivons depuis 2008, depuis le coup de force de Bouteflika pour ouvrir les mandats. Beaucoup de gens disent que la situation n'a jamais été pire que ce que nous vivons en ce moment. En termes de degrés, oui, en termes de degrés, on peut comprendre, mais en termes de nature, c'est la même. Oui, en termes de nature, c'est absolument la même. Après, ça fluctue en fonction des conditions dans lesquelles le pays évolue, des conditions socio-économiques, d'environnement international, etc. Et ça fluctue aussi en fonction de la bêtise régnante au niveau des centres de pouvoir. En effet. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'intro? Ça fait plusieurs émissions que vous abordez la question de la nation, ce qui fait la pérennité des nations et ce qui fait leur déclin. Et je pense que c'est véritablement l'enjeu auquel nous faisons face. Cette méthode dont nous venons de comprendre un peu d'où elle puise ses racines, son origine et de quelle façon elle procède. En fait, c'est une corruption. Nous sommes une société qui a des ressorts très puissants. Oui. On a des ressorts très puissants et c'est pour ça que notre société a perduré. Nous sommes l'une des rares vieilles nations à exister encore avec ses référents culturels, ses référents linguistiques. Malgré les coups de boutoir. Malgré tous les coups de boutoir, malgré toutes les vicissitudes de l'histoire. Mais par contre, ces ressorts-là, ils ne sont pas mobilisés, ils sont même combattus. Et c'est ça qui est incompréhensible. Absolument. C'est ça qui est incompréhensible. Soit on veut s'inscrire dans des projections qui sont plutôt du Nord, européo, anglo, nippo, etc. Soit on veut s'inscrire dans des histoires et des représentations qui sont plutôt orientales. Oui. Et les deux ne nous correspondent pas. Les deux ne nous correspondent pas. C'est notre vrai référent. Et qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas nous réapproprier ces grands principes dont vous parlez, cette essence? C'est notre propre histoire, c'est l'histoire de notre mouvement national. D'ailleurs, cette année, c'est l'année du centenaire de l'étoile nord-africaine. Je pense que ça devrait être une année de réflexion, d'introspection sur notre mouvement national pour essayer de revisiter un petit peu tout ce cheminement-là. Une réflexion, une rétrospection qui pourrait échapper au contrôle du système? Non, le système, il va faire sa propre version. Mais c'est à nous d'avoir une vision autonome, d'essayer de prendre des initiatives pour réfléchir, pour nous réapproprier ce moment du centenaire de l'étoile nord-africaine et de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quelles sont les origines de nos difficultés, parce qu'elles viennent de quelque part, de cette trajectoire-là. Et de bien comprendre que c'est d'être dans une démarche historique, pas dans une démarche politique. Politique au sens de concurrence pour la représentation, etc. Mais pourquoi devrait-elle être seulement historique, mémorielle? Parce que l'histoire impose un certain recul. Elle impose un certain recul. Et lorsqu'on aborde une situation d'un point de vue historique, elle n'implique pas une responsabilité de la personne qui est dans cette trajectoire-là. Par contre, lorsqu'elle est politique, eh ben, je vais défendre un petit peu ma chapelle. Je vais considérer que c'est plutôt ma chapelle. Historique, c'est vrai qu'on a du recul. Il y a du recul. On doit voir d'où on vient, voilà. Là où on a fauté, là où on a raté le virage. De l'objectivité, ce qui veut dire que l'histoire suppose de l'objectivité. Et je pense que ce qu'on devrait viser cette année, c'est à peu près ça, c'est d'essayer d'avoir un regard historique, un regard objectif sur notre histoire, parce que l'essentiel de la composante politique du pays vient de cette trajectoire-là, qui démarre en 1926. Et il y a eu des bifurcations, il y a eu des adjonctions qui sont venues d'ailleurs, mais le sillon principal, c'est celui-là. Or, ce sillon, c'est ce qui nous amène à la phase d'aujourd'hui, avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Est-ce que vous avez une information sur de quelconques initiatives qui pourraient aller dans ce sens? Des initiatives, je veux dire, civiles, hein, qui viennent de la société, non pas des fameux... Je pense qu'il y a plusieurs noyaux qui travaillent sur des initiatives.
il n'y a pas une dynamique d'ensemble, il n'y a pas une synergie vers quelque chose de central, mais je pense qu'on va connaître cette année plusieurs initiatives, chacun va se réapproprier un petit bout, etc. Peut-être qu'on aura à un moment ou à un autre l'intelligence de rassembler un petit peu tous ces affluents pour que ça fasse... La synergie. Voilà. Et votre média peut contribuer. Notre média est prêt à le faire. Non, même se donner son propre cadre de lecture de cette oui, mais certainement. S'il y a une initiative qui bouge quelque part qui concerne l'Algérie, on sera là. Non, mais vous pouvez même initier une initiative, oui, bien sûr. Oui, peut-être qu'à l'occasion du 22 février, la commémoration du Hirak, peut-être qu'il pourrait naître à cette occasion des initiatives comme méritoires. En tout cas, c'est un moment. Madame Guéchoud m'excusera, j'ai beaucoup parlé. On va lui donner autant de temps. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose d'essentiel par rapport à ce que nous sommes et à ce que nous avons projeté d'être. C'est à partir de 1926, dans l'immigration, ici dans la région parisienne, que l'idée même de combat national est née. Oui. Et cette idée de combat national a connu un cheminement avec ses hauts et ses bas. Tout à fait. Et il faudrait qu'on aborde le tout. Absolument, sans complexe. Sans complexe. Assia Guéchoud, sur ces événements, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette confusion, sur cette situation dont personne ne sait où elle va, comment elle va déboucher, sur quoi ? Oui, en fait, je peux surtout livrer un sentiment général de fragmentation dans la société algérienne. Moi, ce que je vois, les échos que j'ai depuis l'Algérie, c'est que le fossé n'a jamais été aussi grand. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez des personnes qui vont très bien, qui vivent très bien, qui font partie du système, qui ont les ressources nécessaires, qui sont en dehors de la société algérienne. Et vous avez le citoyen qui souffre, qui a énormément de mal à joindre les deux bouts. Il y a un climat d'insécurité. C'est très intéressant que votre invité parle justement d'un volet de l'histoire de l'Algérie. Pendant laquelle l'Algérien, l'indigène, à l'époque de la colonisation, se sentait en insécurité dans son pays. Et actuellement, je pense que ce climat n'a jamais été aussi fort depuis l'indépendance. Et on le voit bien avec la situation des droits de l'homme en Algérie, toutes ces arrestations arbitraires. C'est-à-dire qu'il y a une politique de répression qui a été mise en place depuis quelques années, qui est terrible, qui n'a jamais été aussi étouffante. Et finalement, l'Algérien n'a aucune soupape de sécurité. Il va mal, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à vivre correctement. Il va mal parce qu'il ne peut pas exprimer ses opinions. Donc, finalement, ce climat général, il est dans cet état. Actuellement, je pense que nous avons vraiment touché le fond. Je ne sais pas si on peut aller plus profondément en creusant, mais voilà le sentiment que j'ai, en tous les cas, les retours. Et même nous qui vivons à l'étranger, vous voyez, moi, je sens énormément de distance avec mon pays. J'ai jamais été autant, éloignée parce que je ne peux pas rentrer en Algérie, parce que je ne sais pas quel sera mon sort, qui me sera réservé si je rentre. Est-ce qu'on va me renvoyer une fois à l'aéroport, comme on l'a fait à beaucoup de personnes, à des militants, ou bien on va m'emprisonner? C'est-à-dire que vous voyez, nous sommes tous sur le même bateau. Et voilà le sentiment que je peux donner. Moi, je vous conseille vraiment pas de rentrer. Et pour tous ceux qui connaissent ce système et son mode d'emploi, une Assia Guéchoud, si elle rentre, elle devra s'en prendre qu'à elle-même. Pourtant, c'est mon droit, le plus légitime. Je suis algérienne, j'ai le droit de rentrer dans mon pays. Oui. Et c'est ça qui est terrible aujourd'hui, vous voyez. Eux considèrent que c'est leur propriété. L'Algérie est leur propriété, ils en font ce qu'ils veulent.
tu fais tout ce que tu veux, c'est ma propriété, ma chasse gardée, je ne veux pas que tu rentres. Vous vous rappelez notre ami Dutour, Nasser Dutour et Farid Halilet, c'est des Algériens. Ils ont été, et encore, ils ont été gentils avec eux. Oui, c'est les cas médiatisés. Absolument. Mais encore, ils ont été gentils avec eux, ils ne les ont pas mis en prison. Vous voyez? Mais je vous laisse poursuivre, Assia. Oui, mais c'est terrible. C'est ce constat-là, justement, Jamaldine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça paraît presque normal de dire ça, alors que c'est terrible. Moi, j'aimerais bien que les gens comprennent que si on en est arrivé là, c'est que rien ne va plus. On ne peut pas accepter ça. C'est-à-dire que moi, j'aurais tendance à encourager tous les militants qu'on rentre tous dans un avion en direction d'Alger et adviendra que pourra. C'est-à-dire, c'est notre droit. Ce n'est pas normal qu'on puisse laisser faire de cette manière-là. Vous voyez, c'est-à-dire que le constat général, vous étiez en train de faire un bilan de la situation. Voilà où on en est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit subir et se taire. Sinon, ben, on est traité de traître, on est poursuivi, on est arrêté. Ceux qui sont en Algérie, c'est la même chose, hein. Ils vivent la même chose que nous. À part que nous avons le choix. C'est-à-dire que moi, demain, si je ferme mon téléphone, je parle plus et je reviens à ma vie, dans la normalité de ma vie, je suis quand même dans un état de droit, et ben, il se passera plus rien. À part que bon, je fais une croix sur mon pays, sur ma famille. Il y a une solution, Assia. Il y a une solution si vous voulez vraiment rentrer, rejoindre votre maman pour parler avec elle, sans point ni virgule, pendant 2 heures. Il y a une solution. Vous allez au consulat, vous demandez à signer le fameux formulaire où vous vous engagez à ne plus faire de politique. Et là, non seulement vous pouvez rentrer, mais vous êtes reçu avec les honneurs et on vous protège même contre les citoyens algériens qui auraient le culot de vous aborder de façon peu amicale. Comme c'est le cas de la personne qui est rentrée récemment, qui a été prise à partie par des passants et qui sont retrouvés en prison. Effectivement, je pourrais faire ça. Si je n'avais pas de conscience, je pourrais faire ça. Mais mon engagement est bien au-delà de ma personne. Et véritablement, enfin, je n'aurais pas la conscience tranquille que d'aller signer ce papier. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'il n'est absolument pas normal. Par exemple, moi, je suis en France, je peux critiquer la politique française, d'ailleurs avec des mots parfois extrêmement durs. À aucun moment, je risque d'être emprisonnée ou d'être harcelée. À partir du moment, vous voyez, dans notre langage, dans notre façon de militer, nous sommes pas, ce n'est pas de la diffamation, nous n'atteignons pas à la vie privée des gens, enfin, nous restons dans un cadre quand même assez conforme. Donc, il n'est pas normal que nous ne puissions pas critiquer, donner notre opinion clairement dans notre pays d'origine. Ce n'est pas normal. C'est ça que j'aimerais que les gens comprennent, c'est-à-dire que notre combat est juste, c'est simplement critiquer une politique avec laquelle nous ne sommes pas d'accord, c'est militer pour les droits de l'homme, c'est absolument rien de criminel. Alors, justement, Assia, au sujet des gens qui expriment leur avis, en politique ou en économie. Il y a eu 2 cas cette semaine, les plus visibles, enfin, dans ces 10 derniers jours. Celui d'abord d'un expert en économie et en investissement, en site industriel, monsieur Gilles Selama, qui a donné un avis très poli, très mesuré, très pondéré sur ce qu'il pense de Rarj Bilet. Il a été victime d'une disparition forcée. Pendant plus de 5 ou 6 jours, sa famille ne savait même pas où il se trouvait. C'est avéré qu'il a été enlevé et qu'il a été séquestré dans une brigade de gendarmerie, celle de Babjdid, et qu'il y est jusqu'à maintenant, il est à sa 10e journée, je crois, sans autres explications. Il y a eu celui de ce jeune chômeur, Annabi, maçon,
qui ne trouve pas du travail et qui a dit son ras-le-bol dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Il est en prison. Il a été enlevé, inculpé et mis en mandat de dépôt pour atteinte à l'image de l'Algérie. Alors que eux, tout ce qu'ils font, ça ne porte pas atteinte à l'image de l'Algérie, n'est-ce pas? Mais sinon, nous allons d'abord rappeler que M. Tebboune a appelé les Harraga à rentrer chez eux, qu'ils seront pardonnés. Je me demande pourquoi pardonner, quel mal ils ont fait. Et qu'ensuite, il les appelle à rejoindre leur pays, leur famille, etc. Jusqu'à maintenant, pas un seul Harrag selon les informations que nous recevons, n'a franchi le pas. Bien au contraire. Nous allons vous montrer des images dans un consulat espagnol où les Algériens Harraga se rendent par dizaines de milliers pour essayer d'obtenir un passeport, parce que cette pièce leur est exigée par les autorités espagnoles pour les régulariser, parce que l'Espagne va régulariser 500 000 migrants. Regardez ces images. كاع رانا مشرجرين في الحق خرجونا اي باسبور مابغاوش يخرجونا يا عمي تبون هذه الحاجه عمي تبون ولادك هذيك راهم مالك هم يدمروا فيهم يحوسوا فيهم يا يقيسوا لهم في قشهم عمي تبون كون معانا هذا نداء عمي تبون ونموتوا عليك عمي تبون نموتوا عليك شوف لنا اي حل عند وليداتنا انا واحد من الناس عندي 4 اولاد ليسونسيال خاوتي اللي يسكنوا بعيد وتابعين الاليكانت ما كان لا تروحوا دركا اصبروا تسكالما الدعوه وبعدا روحوا فرزوا اموراتكم باسكو اللي يروح درك قادر تشقى بوريان باسكو راكم تشوفوا في لابوليس وكلش وقال لي طفل صاحبي يعيط لي قال لي راه مقافلينها خلاص دام داروا هذيك لافيل وبعد قال لي قفلوها وربي يسهل على كل واحد ان شاء الله. Alors, Mohamed Bakir, ces images, ce sont celles d'Algériens qui se rendent au consulat pour essayer d'obtenir un passeport, ne serait-ce que provisoire, pour régulariser leur situation et demander à avoir des titres de séjour en Espagne. Le régime, semble-t-il, je ne suis pas sûr, mais c'est ce qu'on nous dit, semble user de ces images pour faire savoir que les Algériens se bousculent par milliers pour répondre à l'appel de Hammam Tebboune. Voilà, je vous ai tout dit. En Espagne, bon, il y a un décret royal pour la régularisation des étrangers et des étrangers en situation irrégulière. Dans la presse espagnole, il y a des estimations qui disent qu'il y aurait que ce décret va induire entre 500 000 et 800 000 régularisations. Les conditions essentielles, c'est une présence sur le territoire espagnol 5 mois avant le 31 décembre 2025 et un casier judiciaire vierge. Et le dépôt de dossier induit automatiquement une autorisation de travail. Donc c'est en gros le dispositif qui est mis en place. On voit bien que l'engouement il est très important au niveau des consulats et qui ne voudrait pas être en situation régulière. C'est tout à fait normal. Donc, ce qui devrait être délivré, c'est soit un passeport, soit une attestation consulaire, donc qui établit la nationalité de la personne, qui établit son origine. Voilà. Maintenant, si nos médias, les médias algériens disent que c'est des chaînes pour revenir au pays. Pour revenir au pays. Répondre à l'appel de pour revenir au pays, il n'y a besoin d'aucun document. Absolument d'aucun document. Il suffit, à la limite, même de se présenter à un policier et de dire voilà, je suis algérien. Mais il faut un passeport consulaire. Il suffit le passeport pour pouvoir accéder à l'aéroport, prendre l'avion. Ils vont s'en occuper. Le consulat? Non, les policiers, les consulats, ils vont s'en occuper. C'est pas un problème. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de chaînes comme celle-là. Oui. Prenez quelqu'un qui est présent sur le territoire français en situation irrégulière. Il se présente à un policier, il lui dit voilà, je suis algérien. Déjà ça, c'est pas habituel parce que généralement les gens
quand ils sont en situation irrégulière, ils font de sorte qu'ils ne soient pas identifiés par rapport à un pays d'origine. C'est pour ça que les gens cachent leur papier. Si on sait que vous êtes algérien, on sait vers où on doit vous reconduire. Voilà. Oui. Donc, quand ils prennent des jeunes, les jeunes, la première chose qu'ils font, ils disent qu'ils sont séoudiens. Ici, exact. Mais comment expliquez-vous qu'il n'y ait quasiment pas un seul Harrak parmi des centaines de milliers entre l'Espagne, l'Italie... On en a déjà discuté. Oui, mais c'est bien de le rappeler. Oui. Les gens, pourquoi ils quittent le pays? C'est par l'absence de perspective. Oui. C'est par l'absence de perspective. Mais en France non plus, on les a vus, vous et moi, on les a vus. Ils vendent des cigarettes, du sarro. C'est un palier. Bon, il y a une fraction des jeunes qui sont présents, par exemple en France, qui sont dans la délinquance, qui s'inscrivent dans des solutions. Mais dans le meilleur des cas, ils sont dans le noir, dans le travail au noir. Ils sont dans le noir. Ça, c'est le meilleur des cas. C'est un palier. Oui. C'est-à-dire que le réservoir, il se renouvelle, mais il n'y a pas une accumulation permanente au niveau de ce réservoir des gens qui sont sans papier. Les gens, ils finissent toujours par trouver une solution d'insertion. Maintenant, c'est un petit peu la règle. Il y a des phénomènes où les fléaux sont plus visibles que les éléments positifs. C'est exactement la même situation au pays. Au pays, aujourd'hui, on voit plus les aspects de délinquance, etc. Absolument. Alors qu'on a vu l'extraordinaire solidarité, vous en parliez à plusieurs reprises, au niveau du Hirak, l'espoir qui est né, etc. Et ici aussi, au niveau des sans-papiers, c'est ce qu'on voit le plus. On voit le plus les strates qui sont dans les choix les plus négatifs, dans des choix marginaux. C'est ce qui est le plus visible. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui caractérise les sans-papiers. Les sans-papiers, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui ont un revenu, qui ont des locations, qui ont des engagements qu'ils honorent, etc., et qui finissent par trouver une façon de s'insérer. La majorité... On va trouver les 500 000 à 800 000 en Espagne. Bien sûr. Qui attendaient, qui vont avoir l'opportunité de régulariser leur situation. La régularisation, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte une plus grande sécurité pour la personne. Parce que quand on est sans papier, moi je l'ai été 8 ans. Donc j'en sais quelque chose. Quand on est sans papier, on est dans une situation de précarité et de fragilité. Donc on est obligé... D'inquiétude permanente. D'inquiétude permanente, bien sûr. Ouais. Donc la régularisation, elle apporte de la sécurité et c'est un élément de stabilité. C'est un véritable élément de stabilité. Assia, sur la même question, ces Harraga qui vont être régularisés en Espagne, peut-être même en Italie, voire même peut-être en France, ça devrait venir tôt ou tard, mais que le régime semble exploiter comme étant des gens qui veulent régulariser leur situation pour pouvoir enfin revenir à leur pays et répondre à l'appel de leur président de la République. Oui, alors les régularisations en France, il ne faut pas trop y compter, hein. Avec voilà, l'extrême droite qui est de plus en plus forte en France et même en Europe, hein, d'une manière générale. Je me permets de vous interrompre. C'est facile de dire l'extrême droite, l'Italie par exemple, qui est d'extrême droite, a régularisé presque 1 million de... Mais en France, par exemple, c'est facile de dire qu'ils retournent tous chez eux, les immigrés, ils nous pompent l'air, on ne va plus régulariser, immigration zéro, c'est facile. Mais moi, j'invite ces gens qui parlent comme ça à pratiquer ce qu'ils disent, qu'ils expulsent donc tous les immigrés d'un seul coup, et nous verrons si la machine continuera à tourner. Mais je vous laisse... Oui, mais bon. Je vous laisse poursuivre. Oui, mais tous les pays ne font pas de ce sujet le principal nerf de la guerre électoraliste. En Espagne, c'est la deuxième grande vague de régularisation. Il y en a une, je crois, il y en a eu une en 2005 qui était extrêmement importante. Je crois que c'était 1 demi-million aussi. Donc, bon, avec un gouvernement socialiste, il y a eu aussi une pression citoyenne très importante de la société civile. Donc, voilà, et ils ont bien pris en considération le fait que
régulariser les sans-papiers, c'est aussi remplir les caisses de l'État, parce que toutes ces personnes travaillent dans le pays, elles ne cotisent pas. Euh, voilà, donc là, ça va faire quand même rentrer beaucoup d'argent dans les caisses. Maintenant, pour revenir à ce sujet de récupération, je n'ai pas vraiment vu. J'ai essayé de chercher tous les articles que j'ai trouvés sur le sujet des consulats à Alicante et à Barcelone, les consulats algériens, disaient que c'était surtout pour obtenir une procuration pour pouvoir demander à leur famille en Algérie de leur obtenir un casier judiciaire vierge. Parce que c'est une des conditions nécessaires. Maintenant, il y a eu tout de même le député de la diaspora qui s'appelle Fares Rahmani, qui a demandé au ministère des Affaires étrangères de faire en sorte que ces sans-papiers puissent obtenir ce document d'une manière dématérialisée pour ne pas se retrouver face à cette situation parce que les autorités espagnoles ont été complètement prises de court et débordées. Hein. Et il y a eu des centaines, des milliers de personnes devant les consulats. Vous imaginez quand même le trouble à l'ordre public que ça peut aussi produire dans le pays. Donc, de la part des autorités algériennes, je n'ai rien vu officiellement qui est récupéré. Mais bon, ce n'est pas étonnant, ça ne serait pas étonnant et ce n'est pas la première fois qu'ils essayent. Ils ont quand même eu le culot de filmer des manifestations à Paris où nous étions, nous, en train de manifester à la place de la République jusqu'à Bastille. Ils les ont filmés en disant, par exemple le 1er novembre, en disant que ça, c'était des gens qui étaient pro-régime. Bon, ça ne m'étonnerait pas qu'ils le fassent, mais actuellement, en tous les cas, moi, dans les recherches que j'ai pu effectuer, ce n'était pas le cas. Maintenant, pour revenir à l'appel de Tebboune aux sans-papiers à revenir en Algérie, il est clair que ça, c'est... comment dire, c'est totalement inenvisageable à partir du moment où ces gens-là ont décidé de partir, et on le voit bien. Là, vous montrez les images, ils se ruent pour régulariser leur situation, c'est-à-dire que dans la balance, vous aviez l'appel de Tebboune, et de l'autre côté, vous aviez l'appel de Sanchez. Alors, ils ont répondu à l'appel de Sanchez. Ils sont allés se faire régulariser en masse. Et il y a eu justement, dans mes recherches, j'ai trouvé qu'il y avait une fondation qui s'appelle Duncas. Là, en janvier 2026, elle a sorti un rapport en disant que la communauté algérienne, les sans-papiers algériens, étaient la deuxième communauté la plus importante en Espagne. Donc, ça explique un petit peu aussi pourquoi on voit autant de personnes se ruer devant les consulats. Ce que je peux dire sur ce sujet, Jamaldine. Alors, nous allons revenir. Vous voulez dire quelque chose, Mohamed ? Non, c'est bon. Alors, nous allons revenir sur l'enlèvement, pas l'enlèvement, le rapt, le kidnapping, l'enlèvement, et la séquestration de Jilloul Slama pour avoir dit ce qu'il a dit. Alors, à votre avis sur cette question, on n'en parlera jamais suffisamment. En tous les cas, c'est devenu la règle. Ce qui veut dire que l'un des éléments constitutifs du lien social dans une société normalement constituée, c'est le débat public et contradictoire. Un débat public et contradictoire, qui est un débat qui soit libre. Dans une société normale, ce qui est dit dans le débat public, c'est le sérieux et la justesse de ce qui est dit qui fixe la norme. Parce qu'on ne peut pas dire des bêtises. Lorsqu'on dit des bêtises, on est disqualifié dans le débat public automatiquement. Donc il n'y a pas lieu de pondre des lois, il n'y a pas lieu de considérer que ça peut être dit, ça peut pas être dit. Mais c'est un élément essentiel, cet aspect de débat public et contradictoire. C'est un élément clé de la démocratie. C'est ce qui permet la constitution de l'opinion. Une opinion pluraliste, c'est ce qui va donner du crédit aux élections par la suite. C'est tout un processus. Finalement, l'élection, elle ne se joue pas au moment où vous mettez le bulletin dans l'urne, mais elle vient de loin. Elle vient d'abord de ce débat public, contradictoire et libre. Or, ce à quoi on assiste dans notre société, c'est qu'il y a un refus total du débat. Parce que pour compléter le tableau, il faut dire que depuis la déclaration de cet économiste, il y a un déferlement d'émissions, de débats, etc., sur les médias officiels à sens unique.
que c'est le projet du siècle, que c'est un projet structurant, etc., etc. Il n'y a pas un média public qui n'a pas fait 2-3 émissions en invitant des spécialistes, etc. Mais il y a un seul son de cloche. Ce qui aurait été bénéfique, c'est que le point de vue de M. Slama soit entendu, c'est que le point de vue des autres experts soit entendu, c'est que tous les points de vue soient entendus, et que nous, en tant que citoyens, nous, en tant qu'Algériens qui ne sommes pas dans ce dossier-là, puissions nous faire notre opinion et puissions avoir notre propre jugement sur la portée, la justesse. C'est possible que c'est le meilleur projet que l'Algérie ait porté depuis Massénissa. C'est possible. Mais à la limite, à supposer qu'il est, comme ils disent eux, il est diffamé. Non, l'enlèvement, l'arrestation, l'atteinte à la liberté des gens pour des questions d'opinion, ça c'est une position de principe. C'est une condamnation sans appel. Il n'y a pas à différencier, il n'y a pas à chercher à trouver des excuses, etc. Dans une démocratie, si on devait être une démocratie, ce que nous ne sommes pas, dans une démocratie, on ne touche pas aux gens pour leur expression. Ce qui juge, ce qui filtre l'expression, c'est la pertinence du propos, c'est sa justesse, c'est son crédit, c'est... Mais ça a toujours été le cas. Qadi Hassan... c'est pour ça que je vous dis que c'est une position de principe. Comment l'autre journaliste qui a été traité de Khabarji Dararni. Dararni. C'est pour ça que je vous dis qu'on doit être dans une position de principe. C'est-à-dire que si on est d'accord qu'on n'arrête pas les gens pour leur opinion. On ne les convoque même pas dans un commissariat bien pour sûr, leur opinion. Si la loi établit qu'il y a quelque chose qui est illégal, c'est la loi qui est établie. C'est une comparution directe. Il y a la justice. Il y a la justice. Il y a la procédure libre. Parce que la loi, elle a deux aspects. Il y a la loi qui édicte la règle et il y a la procédure qui suit derrière. C'est-à-dire qu'on n'applique pas la loi n'importe comment. Absolument. C'est le b.a.-ba. Mais moi, personnellement, je considère qu'on ne peut pas convoquer quelqu'un dans un commissariat pour son opinion. Absolument. C'est pas à la suite d'une plainte pour diffamation que le juge convoque l'intéressé ou d'une autosaisine d'un procureur, etc. Mais qui comparaît libre. Prenez un exemple. Nous sommes à l'étranger. Moi et Mme Gueshoud, on est à l'étranger. On s'exprime régulièrement sur la situation nationale, sur la situation en Algérie. Nous restons des justiciables algériens. Oui. Nous restons des justiciables algériens. Si nous avons des propos qui tombent sous la loi, qu'un procureur se saisisse. Bien sûr. Et on est libre, nous restons libres de nous présenter ou pas à la convocation de la justice. Absolument. Il n'y a pas un cas où quelqu'un a été poursuivi de la sorte. De sorte que, pour revenir au sujet de tout à l'heure, de sorte que, je ne sais pas si en arrivant à Houari Boumdien, quel sera mon statut. Alors que je suis en droit de le savoir. Si j'ai commis des choses qui sont répréhensibles par la loi, chiche, non, mais pas besoin de ça. Voilà. Si vous y allez, vous arrêtez parce que vous n'avez pas respecté l'omerta sur certains points. C'est-à-dire que nous sommes hors du droit. Bien sûr. Totalement mais hors évidemment. du droit. C'est l'arbitraire le plus absolu. Absolument. Et je voulais dire un propos sur la solution que vous avez proposée à Mme Gueshoud. Il faut dire une chose. Dans ce que nous faisons, dans l'engagement que nous avons, il n'y a rien qui prête à repentance ou à excuse. Je n'ai pas à m'excuser ou à me repentir de mon patriotisme. Absolument. Je me considère comme un patriote algérien. Je m'astreins à une expression patriotique tout en étant dans l'opposition. Et il n'y a rien, c'est-à-dire que ce document est un crime contre la nation. L'existence même de ce document est un crime contre notre nation, contre son processus de libération. On demande aux Algériens de se repentir de leur engagement et de s'excuser de leur intérêt pour leur patrie. Et ça, c'est inacceptable. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur ça? Je suis totalement d'accord avec M. Bakir. Je partage, et c'est ce que je disais tout à l'heure,
Je n'ai pas à m'excuser non plus pour mon engagement, pour l'amour de mon pays, pour ce que je représente. Et j'ai le droit de rentrer dans mon pays, quelles qu'en soient les conséquences. Maintenant, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie non plus de tenter le diable, comme on dit. Mais peut-être qu'un jour, ça me prendra et j'achèterai un billet d'avion, je rentrerai, je verrai ce qui se passera. Bon, j'aurais pas la chance d'être défendue comme Sansal ou voilà, surtout Sansal, mais il est clair que c'est mon droit. C'est mon droit. De la même manière que je le fais ici aussi sur le territoire français. Je n'ai pas ma langue dans ma poche pour critiquer la politique de Macron ou celle d'un n'importe quel ministre. Comme citoyenne vivant ici, voilà, je le fais. Donc j'ai la chance d'avoir cette double nationalité, d'appartenir également à mon pays d'origine. Et pour moi, c'est quelque chose qui c'est évident. Mais j'aurais bien voulu parler justement de l'arrestation de cet économiste. Je ne sais pas si vous me laissez l'occasion de le faire. Bien sûr. Oui, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que ce régime, par son comportement, il installe toujours une suspicion. C'est-à-dire qu'au départ, tout se passe bien. Ce projet, bon, pourquoi pas? Nous, on a envie que ce projet soit vraiment important. Il a l'air intéressant. Peut-être qu'il y a eu des études qui ont été menées. Voilà, il pourrait les partager avec les citoyens algériens. Mais l'arrestation de cet économiste qui s'est exprimé et qui a critiqué finalement ce projet et sa disparition depuis maintenant une douzaine de jours, met tout de même un climat de suspicion. On se pose la question. Moi personnellement, ça a attiré mon attention, me disant mais comment ça se fait? Qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher? Et on le sait très bien dans leurs agissements la plupart du temps, quand ils ont des actions comme ça inexplicables, c'est-à-dire que ça cache quelque chose. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que ce projet, par exemple, j'ai lu énormément de choses là-dessus. J'ai peut-être pas cherché profondément. D'ailleurs, j'ai même téléchargé des thèses qui ont été faites par des universitaires pour essayer de creuser, de voir voilà, quelle est vraiment la faisabilité de ce projet, sans être une spécialiste, hein, mais en tant que citoyenne qui s'intéresse à son pays, parce que nous avons quand même une réserve de fer qui est extraordinaire. C'est la deuxième plus grande réserve de fer au monde, après celle de l'Australie. Donc peut-être que ça pourrait être une alternative aux hydrocarbures, ce qui n'est pas un luxe pour l'Algérie, parce que bon, on le sait très bien que les hydrocarbures, voilà, on arrive quand même à la fin de cet or noir. Donc pourquoi pas trouver d'autres alternatives? Mais là, finalement, quand je vois comment ils réagissent, comment ils agissent, alors que ça aurait été plus simple d'avoir un débat contradictoire, d'inviter cet économiste avec d'autres spécialistes qui ont déjà fait ces études et pouvoir discuter, convaincre, argumenter, comme ça se fait dans énormément de pays. Voilà, ils n'ont pas la science infuse, ils n'ont pas la parole divine, c'est-à-dire qu'ils disent quelque chose et tout le monde doit suivre. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme ça. D'ailleurs, j'écoutais tout à l'heure une allocution du Premier ministre qui disait que cette réserve de fer était une bénédiction divine pour l'Algérie. Et il l'a qualifié, c'est-à-dire qu'il a eu un discours extrêmement idéologique pour expliquer à la population qu'ils ont infantilisé, hein, parce qu'ils s'adressent à des gens à travers les chaînes nationales, en expliquant que Dieu avait choisi l'Algérie comme étant une terre bénite, et c'est pour ça que nous avons cette réserve de fer aussi importante. Franchement, Jamal El-Din, moi, ça m'a quand même bien fait rire de les entendre s'exprimer de cette manière. Moi, c'est presque que ça me fait pleurer. Dieu est algérien. Dieu est algérien. C'est ça, c'est incroyable. Ils lui ont donné un passeport, une carte d'identité. Mais pour les raisons que vous avez qualifiées d'abord d'inexplicables puis d'inexpliquées, vous avez bien raison, parce qu'elles ne sont pas inexplicables. Il semble qu'il était
mis en prison, qu'il ait été enlevé et séquestré, non pas par rapport à ce qu'il a dit dans cette émission dont on a fait disparaître le contenu dès le lendemain, mais il semble qu'il ait dit autre chose dans une autre émission qui n'a pas été diffusée, et il aurait évoqué l'existence de cette société turque, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Tasyali, à laquelle on prête la connivence avec le fils de Boun. Et il aurait dit que c'est pas normal qu'une société privée de ce type, il aurait même prononcé le mot mafieuse, puisse obtenir d'un tel marché et avec une subvention de l'État de l'ordre de 70%, sans compter les taxes dont elle est exemptée, etc. Il paraît que c'est surtout à cause de ça qu'il a été... Quelle que soit la raison. Oui. Quelle que soit la raison. Dans un État normal, dans un État de droit, il y a un délit ou un crime qui est commis, il y a la justice qui est saisie et elle traite le cas. Mais ce n'est pas un État de droit, Mohamed Bakir. Oui, je sais. Ça veut dire qu'il n'y a pas à discuter sur ça. Ce n'est pas un État de droit. D'accord. Donc on n'a pas à chercher. On n'a pas à chercher. Est-ce que c'est pour telle raison ou telle raison ou telle raison? C'est un arbitraire. Oui. Ça reste un arbitraire. Oui. C'est un arbitraire. Mais qui donne l'ordre des choses. Oui. Qui donne l'ordre de la pratique ordinaire de ce régime. J'utilise un concept qui m'est reproché par beaucoup d'amis qui considèrent que je suis trop sévère en utilisant cette qualification. Pour moi, le pouvoir algérien est une régence. Nous ne sommes pas en république. Oui, oui. Nous ne sommes pas en république. Oui. Si nous sommes une république, nous sommes dans une république des généraux. Voilà. C'est une république. Peut-être qu'eux, ils fonctionnent comme une république. Nous n'avons pas un gouvernement au sens démocratique. Mais qui dit régence dit dépendance d'un autre décideur. Bien sûr, mais ils sont on dit régent ou proconsul. Ils sont dépendants à l'intérieur et à l'extérieur. D'accord. Ils sont dépendants à l'intérieur puisque le vrai centre de décision, le vrai lieu du politique, il est au Tagarin. Ils sont dépendants de l'extérieur parce que ils sont des démembrements multiples et chaque démembrement a ses propres allégeances à l'extérieur. Il y a ceux qui étaient allégeants à la France qui se retrouvent aujourd'hui essentiellement à la prison militaire de Blida. Il y a ceux qui sont allégeants à la Turquie, qui sont essentiellement Al-Mouradi aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont allégeants aux Russes, etc., etc. C'est que la situation de l'Algérie, elle est dramatique. Oui. Du temps du parti unique, les choses étaient plus prévisibles. Plus prévisibles et peut-être moins dommageables pour le pays. Moins dommageables pour le pays. Pourquoi ? Parce que d'abord, le parti unique, il se définissait par sa politique. Donc un Algérien pouvait être de ce parti politique-là. C'est-à-dire que la frontière, elle n'était pas étanche. Elle était poreuse. Donc quelqu'un pouvait choisir d'être du FLN et d'être dans le système de gestion et de pouvoir. Je pense qu'il y a eu un glissement qui a été opéré dans les années 90. Parce que la lutte contre le terrorisme islamiste a été menée non pas pour favoriser un projet de société et accomplir une rupture historique, mais il a été mené pour préserver un pouvoir. Absolument. Et qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné une caste. Et cette caste, c'est ce qu'ils ont appelé la famille révolutionnaire. Oui. Or, la famille révolutionnaire, on en est ou on n'en est pas. Et là, on est passé d'une situation où... Une caste. C'est une caste où la frontière entre le système de pouvoir et la société était poreuse, c'est-à-dire qu'un Algérien pouvait rentrer ou sortir du parti unique. La famille révolutionnaire, non. Et c'est ce qui est en train de phagocyter le pays, de tuer le pays, parce qu'on est dans une catégorie... Je l'ai dit tout à l'heure dans mon intro. Oui. Ce sont les alliés naturels du régime. Oui. Qu'il a créé, qu'il a corrompu, qu'il a acheté, et qui se tiennent les uns les autres par le ciment de la mauvaise conscience. J'ai commencé par les anciens faux moudjahidines, où j'en arrive jusqu'aux juges corrompus. Ils se tiennent par le ciment. Et ça fait toute camarilla qui gère le pays à son propre profit. Il reste 4 minutes. Je voudrais que vous preniez chacun 2 minutes pour le mot de la fin. J'ai pris beaucoup de temps, donc, Madame Guéchoud. Alors, Assia, pourquoi malgré toutes ces promesses, M. Tebboune n'a pas inauguré comme prévu le fameux projet du siècle, celui qui aurait dû rentrer dans le Guinness Book of Records, etc., etc.
Est-ce que vous avez des informations ou est-ce que vous préférez que je vous les donne? Bon, a priori, vous m'aviez déjà soufflé à l'oreille que. Bah voilà, alors. Donc, je vous laisse le dire. Non, allez-y, puisque moi, je deviens Alzheimer, je ne me rappelle plus de ce que j'ai mangé à midi. Donc. Oui, non, mais a priori, il y a eu des retards dans la livraison, dans la réception des projets. Dans la réception du projet, voilà, parce que il y avait 2 phases, je crois, et finalement, il y a eu un retard. Site industriel terminal 1, site industriel terminal 2, dans le premier est à Rajbilat, le 2 est à Béchar, et où il y a en fait, cette fameuse société turque qui s'appelle Tassiali. Oui, mais en plus de ça, en fait, ce projet, il est déjà ouvert depuis 2022. Il n'y avait pas de possibilité d'acheminer le fer d'une manière correcte parce que, bon, il y a cette ligne ferroviaire, d'ailleurs, qui a été mise en place dans un délai extrêmement court, moins de 3 ans. Je crois que ça avait commencé en 2023 avec les Chinois. Et donc, la ligne, elle vient d'être inaugurée de chemin de fer qui fait quand même 900 km, c'est pas rien. Ça, on peut le saluer. Pour être objectif, il faut quand même saluer cette inauguration. Maintenant, l'acheminement du fer, c'est un petit peu plus compliqué. Ce qui est dommage, c'est que les accords qui avaient été signés en 72 avec le Maroc, parce que normalement, c'était quand même plus frontalier, ça devait être acheminé par le Maroc et ensuite aller vers l'Atlantique. Ça n'a pas abouti à cause des problèmes avec le Sahara occidental, mais aujourd'hui, finalement, ils se retrouvent encore avec des difficultés à acheminer ce fer. Mais bon, je ne suis pas experte dans ce domaine et ça mérite quand même de faire des recherches, d'inviter des personnes compétentes dans ce domaine pour pouvoir vraiment bien décortiquer le problème. Merci Asia. Mohamed, dernier mot, le mot de la fin. Oui. En tous les cas, Rajbilat, ce n'est pas de Rajbilat que l'avenir de l'Algérie dépend. Il faudrait qu'il y ait une vision d'ensemble qui peut intégrer. Ça reste une ressource naturelle. Voilà, ça peut intégrer. Et d'ailleurs, il faut faire attention parce que, parlant du Groenland, Trump a dit quelque chose au Danemark qu'il faut bien écouter. Il leur dit, c'est pas parce que vous avez débarqué il y a 500 ans que la terre vous appartient. Et nous, c'est pas parce on habite une terre que les ressources naturelles nous appartiennent dans le monde qui vient. Ça, oui, il faut bien qu'on le comprenne. Absolument. Et par rapport à Rajbilat, c'est un projet structurant, c'est certain. Il y a des difficultés techniques réelles. La rentabilité du projet n'est pas acquise, n'est pas acquise. J'aurais aimé que ce projet soit structurant non seulement pour l'Algérie, mais pour l'Afrique du Nord. Nous aurions pu continuer dans la solution avec nos frères marocains, parce que c'est en partageant des intérêts communs avec le Maroc que nous pourrons traiter les questions régionales avec un autre angle de vue. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut lâcher la question d'autodétermination du peuple sahraoui, bien au contraire. Je pense qu'on aidera à l'autodétermination du peuple sahraoui en ayant des intérêts communs avec l'État marocain. Mais là, il faut une stratégie, une véritable stratégie, chose que nous n'avons pas. Un autre élément, notre Sud, je pense qu'il y a une richesse qui est complètement évacuée parce qu'elle est peu sujette à la rente, qui est totalement évacuée par la régence, c'est celle de l'électricité, la production de l'électricité. Oui. Ça, c'est une question qui est totalement évacuée par la régence. Il faut de la compétence, de la vision. Alors, il nous faut de l'électricité déjà, nous, en tant qu'Algériens. Nos besoins sont immenses. Oui. L'Europe aura des besoins incommensurables en électricité. Oui. Et notre profondeur africaine aussi aura des besoins immenses en électricité. Cette richesse-là, malheureusement, elle produit. Et il paraît que nous avons un site désigné à cet effet qui est absolument faramineux. Déjà, par rapport à Rajbilat, l'ensoleillement, là où l'ensoleillement est le plus puissant et le plus long du monde. On a un exemple juste à côté de nous, c'est les Marocains qui ont un site expérimental, c'est Ouarzazate. Oui.
Ouarzazate, où ils expérimentent différentes technologies de production d'électricité. Oui. On aurait pu aussi là profiter de leur expérience. Absolument. Et avancer avec eux. Moi, je reste convaincu que ce n'est pas le partage d'intérêts qu'on peut avoir des convergences. Et d'ailleurs, il y a un article qui paraît aujourd'hui sur la course à l'armement au niveau, c'est Le Monde qui a publié un article sur la course à l'armement entre les deux pays. C'est la plus grande bêtise qui puisse exister au monde. Nous sommes des économies très modestes et on consacre des dizaines de milliards de dollars à acheter de la quincaillerie pour un jour peut-être nous entretuer. Et ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Mohamed Bakir, merci beaucoup. Assia Guichoud, merci beaucoup. Merci, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Pardon pour nos confrères sur le programme desquels nous avons un peu débordé. Merci beaucoup. Bonne soirée. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.